Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence ici. Donc on va voir ce soir ce que c'est que la géothermie ou comment on peut exploiter l'énergie de la Terre. Alors si vous ne m'entendez pas, dites-le moi parce que je ne me rends pas forcément bien compte si je parle suffisamment près du micro. C'est bon pour vous? Impeccable. Bien, donc qui suis-je? Alors, comme Flora l'a dit, je suis géologue et professeure à CY Cergy Paris Université. On est deux dans cette université à s'intéresser beaucoup aux questions de géothermie. C'est Ronan Hébert, mon collègue, qui a fait la présentation lors de la conférence de la fête de la science dont parlait Flora tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais vous demander de deviner quel est mon métier. Alors, bon, on l'a un petit peu dévoilé déjà, mais on va voir si vous avez retenu. Je vais vous donner des indices. Alors, un premier indice, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le dessin animé L'Atlantide, dans lequel il y a un personnage qui pour moi est central, pas pour tout le monde peut-être, c'est Gaëtan Molière, il est là. Et alors on ne voit pas forcément très bien ses mains là sur cette diapo, je ne sais pas ce que ça donne pour vous à l'écran, mais on voit qu'il a des mains comme une taupe. Et il est représenté, vous le voyez, avec une lampe comme ça, des yeux en forme de microscope. Donc voilà, ça c'est un premier indice. Deuxième indice, c'est Bert, dans la série The Big Bang Theory. Et vous voyez qu'il a, alors vous voyez peut-être pas très bien, ici une ammonite, là d'autres fossiles, des minéraux dans ses étagères, sur son bureau. Donc voilà, c'est un autre exemple de ce que je suis. Alors tous les deux, si vous connaissez la série ou le film, ils sont un peu fous. Et je vais essayer de vous montrer que les géologues ne le sont pas forcément tous. Oh, pardon. Alors, quel est mon métier? Bien vu. Effectivement, je suis géologue. Donc, comme je suis enseignant-chercheur, je fais à la fois de l'enseignement et de la recherche. En enseignement, j'interviens au niveau licence, c'est-à-dire de bac plus 2 à bac plus 3, puisque je n'interviens pas en licence première année. Et je présente aux étudiants ce que c'est que l'hydrogéologie, la géotechnique. Alors l'hydrogéologie, c'est l'étude de l'eau souterraine. La géotechnique, c'est l'étude des sols préalablement aux constructions. J'emmène également des étudiants sur le terrain pour leur faire découvrir la géologie et comment on travaille quand on est dehors. Et puis en master, c'est-à-dire les étudiants pour moi de bac plus 5, je leur présente la géothermie, le devenir des polluants dans les sols et les eaux souterraines, et nous travaillons également sur les écoquartiers parce que je suis responsable du master environnement de CY Cergy Paris Université. Un master qui regroupe environ 130 étudiants. Et pour la partie recherche, j'appartiens au laboratoire Géosciences et Environnement Cergy, et je travaille principalement à l'exploration et la caractérisation de réservoirs géothermiques, et puis également des matériaux de construction à impact environnemental réduit, mais aussi la dépollution de sites contaminés par des métaux. Et donc, toutes mes activités de recherche ont une forte composante environnementale, parce que pour moi, c'est vraiment indispensable que nos recherches s'inscrivent dans la transition écologique et énergétique. Donc, je vous ai mis mon adresse de courrier électronique si jamais vous avez besoin de me contacter ou envie. Et puis, voilà, j'espère vous montrer que la géologie, être géologue, c'est un métier sérieux. Alors, qu'est-ce que la géothermie? On en voit des traces en surface. Le terme géothermie vient du grec ancien, égé, la terre, et thermos, la chaleur. Et alors là, les traces en surface, c'est par exemple à Yellowstone, aux États-Unis, où il y a des geysers. On voit ici en Islande un geyser en action, et puis des terrains qui paraissent fumants, mais en fait, c'est de la vapeur d'eau. Il n'y a pas de fumée particulièrement. La géothermie est une énergie renouvelable. Alors, pourquoi dit-on qu'elle est renouvelable? En tout cas, à l'échelle humaine. À l'échelle des temps géologiques, ce serait peut-être autre chose. Mais à l'échelle humaine, c'est parce qu'elle résulte de l'énergie primitive emmagasinée depuis 4,6 milliards d'années, période de création de la Terre, et puis également, elle résulte de la radioactivité naturelle des éléments qui constituent la Terre.
Alors maintenant, je vais vous demander, quelle autre énergie renouvelable connaissez-vous? Alors je suis sûre que parmi vous, vous en connaissez beaucoup, chacun ou chacune, mais je vais vous demander de mettre celle qui vous paraît la plus importante ou que vous connaissez le mieux et dont vous n'allez répondre qu'avec un seul mot. Ah, le solaire est le grand gagnant de cette soirée. Félicitations à lui. Bien, je vous propose de continuer. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, vous pouvez aller sur wooklab.com et entrer le code qui figure ici en majuscule à l'écran, que vous trouvez ici. Alors, certes, c'est une énergie renouvelable, mais la géothermie a également beaucoup d'autres aspects positifs. Notamment, elle émet très peu, voire pas, de gaz à effet de serre tels que le CO2. Elle est indépendante du climat, ce que n'est pas le solaire ni l'éolien, puisque la nuit, forcément, ou quand le temps est très nuageux, le solaire est assez peu efficace. Quand il n'y a pas de vent, l'éolien n'est pas extraordinaire. C'est une énergie qui est continue, contrairement au solaire qui, la nuit, n'est pas très productive. Et puis, donc, vous voyez que ça présente de nombreux points positifs, cette énergie géothermique. Alors, si on regarde les chiffres clés tirés du site internet du ministère de la Transition écologique et solidaire en 2018, vous avez... Alors, nous, on a dit que c'était le solaire le plus important. Alors, vous voyez ici ce que représente le solaire dans ces énergies renouvelables. Donc, vous voyez que le résultat des votes de ce soir ne représente pas la réalité, en tout cas pour ce qui concerne le solaire photovoltaïque. Et je ne suis pas sûre que le solaire thermique, qui permet de chauffer l'eau chaude sanitaire, soit tellement plus important en France. Donc là, c'est vraiment le bois énergie qui est le plus important. Et vous voyez que la géothermie, elle se trouve parmi les 2,8% d'autres énergies renouvelables. Donc la géothermie, à l'heure actuelle, occupe une place qui est vraiment... assez minime dans le mix énergétique français. Maintenant, on va voir comment on peut exploiter cette énergie considérable. Alors, il y a deux grandes manières de le faire. Grâce à la géothermie de surface, qui va aller capter la ressource à moins de 200 mètres de profondeur. Alors, pourquoi 200 mètres? Eh bien, c'est une question de réglementation. Si vous allez faire un projet de géothermie à moins de 200 mètres de profondeur, vous pourrez bénéficier d'un régime simplifié de déclaration et c'est ce qu'on appelle la géothermie de minime importance. Si vous voulez vous lancer dans un projet au-delà de 200 mètres de profondeur, c'est le code minier qui régit tous les travaux qui se font dans le sous-sol. Et là, ça demande des autorisations qui sont extrêmement complexes à obtenir et qui prennent des années avant de voir aboutir un projet de géothermie profonde. Le projet le plus profond en France va jusqu'à 5000 mètres de profondeur, donc 5 km sous nos pieds pour aller capter l'énergie de la Terre. Et c'est un projet sur lequel j'ai travaillé durant ma thèse. Alors, je ne vous dirai pas en quelle année, ça vous ferait peur. C'était il y a longtemps déjà. Alors, on va commencer par la surface. Donc déjà, quand on va de la surface vers la profondeur, on voit augmenter la température. Le plus simple en géothermie de surface, c'est ce que l'on appelle le puits provençal ou encore puits canadien ou puits climatique. Et là, c'est simplement une canalisation enterrée qui va aller chercher l'air à l'extérieur et qui va, au cours de son trajet dans le sol, se réchauffer légèrement. Et ce qui fait que l'air qui va être insufflé dans la maison par un système, vous le voyez ici, de ventilateurs, on couple ça avec un système de VMC, ventilation mécanique contrôlée simple flux, par exemple, ou une centrale de traitement de l'air. Et tout ça, ça permet de répartir à l'intérieur de la construction un air qui est préchauffé par rapport à l'air extérieur. Alors vous voyez, par exemple, on est en hiver, l'air extérieur est à 0 degré, et encore, il ne fait pas très froid. Et donc là, au cours de son trajet dans le sol, l'air va se réchauffer progressivement puisque le sol, lui, a une profondeur de 1,5 à 3 mètres, un peu plus parfois,
eh bien, la température est constante, été comme hiver, et est de l'ordre de 12 à 14 degrés. Au contraire, en été, il fait très chaud, on l'a connu cet été, j'ai pris, mettons, une température de 35 degrés, eh bien, au cours de son trajet souterrain, l'air va se rafraîchir progressivement, et donc vous allez insuffler dans la maison un air qui est plus frais que l'air extérieur. Ça s'appelle pluie provençale puisque c'est une technique ancestrale qui existait. Bon, maintenant, vous voyez qu'on a besoin de ventilateurs pour répartir l'air de façon plus efficace, mais malgré tout, ce sont des techniques qui sont anciennes et qui sont toujours d'actualité. Alors, la mise en place est assez simple puisque c'est une tranchée à la pelle mécanique que l'on fait pour mettre en place la canalisation. Là, c'est marqué que la canalisation a un diamètre d'environ 20 ou 30 cm. J'ai vu un puits canadien pour rafraîchir et préchauffer un bâtiment tertiaire, donc d'une certaine taille. Le puits canadien, il avait un diamètre d'au moins 1 mètre. Alors ensuite, il y a des sondes horizontales ou verticales. Donc là, un exemple d'échangeur horizontal, où vous voyez un serpentin qui est intégré dans la pelouse, par exemple, sous la pelouse, dans lequel circule un fluide caloporteur, et ce fluide caloporteur va se réchauffer au contact avec le sol. Ça, c'est le système dit d'échangeur horizontal. Et il y a également des sondes verticales que l'on voit ici. On peut en mettre une ou deux en fonction de la taille de l'habitation, ou on peut réaliser ce qu'on appelle un champ de sonde. Et puis, si on veut combiner l'intérêt thermique avec un intérêt mécanique, eh bien, on peut aussi utiliser des pieux qui sont placés sous une construction pour renforcer les fondations, pour aller s'ancrer dans un niveau géologique qui est suffisamment porteur. Et dans ce cas-là, on peut coupler l'effet mécanique des pieux avec un système géothermique. Alors voici des photos qui montrent la mise en place ici d'un échangeur géothermique, enfin d'une sonde géothermique compacte, qu'on appelle corbeille, à l'aide d'une tarière, donc dans un sol meuble. Et vous voyez ici le dispositif là, qui permet de tenir la tarière et de l'enfoncer dans le sol. Voilà. Un autre système qui est les sondes en U, que l'on voit ici. Donc là, on voit deux sondes qui sortent. Chaque sonde est en U. On voit ici la terminaison qui serait au plus profond du trou, du sondage ici. Et lorsqu'elles arrivent en surface et qu'elles sont plusieurs, ces sondes, elles sont raccordées comme ceci dans un boîtier. Donc vous voyez qu'en surface, ça peut prendre relativement peu de place. Un exemple d'un hôtel à Toulouse qui compte 105 chambres avec 2200 m² de plancher. On a ici un champ de sonde qui a été réalisé avec, je ne me souviens plus le nombre exact, mais il y a une vingtaine ou une trentaine de sondes et elles ont été positionnées sous le futur parking. Ce qui fait que l'emprise au sol est inexistante puisque la surface est utilisée pour garer les voitures. Et donc vous voyez ici les sondes qui sont représentées verticalement et qui descendent dans le sous-sol. Alors, une idée de coût, il y a eu un financement, une aide attribuée par l'ADEME pour ce projet. L'aide était de 120 000 € et ça a permis de diminuer le temps de retour sur investissement de 28 à 20 ans. Donc, ce qui n'est pas négligeable, mais vous voyez que ça représente des investissements qui sont quand même relativement importants quand on s'adresse à une installation de grande taille comme celle-ci. Sachant que la durée de vie des sondes est d'environ 50 ans. Donc on a, au-delà du temps de retour sur investissement, la possibilité de continuer à exploiter le champ de sonde en étant bénéficiaire. Alors maintenant, si on s'en va un petit peu plus profond dans la croûte terrestre, donc on va s'intéresser à la géothermie profonde, on va là aussi faire des forages, mais cette fois-ci des forages beaucoup plus importants, au-delà de 200 mètres de profondeur. Alors un forage, c'est ceci, c'est un trou cylindrique qui est réalisé grâce à un train de tige
qui supportent un outil. Alors voilà des exemples d'outils, on les appelle des tricônes parce qu'ils sont constitués de 3 cônes qui tournent les uns par rapport aux autres, ce sont des roues dentées qui tournent les unes par rapport aux autres et qui sont entraînées dans leur rotation par l'outil qui tourne sur lui-même grâce au train de tige. De la boue est envoyée dans le train de tige qui est creux. Cette boue permet à la fois de lubrifier l'outil et de le refroidir pour éviter qu'il y ait trop de frottement. Et ça permet également de remonter les résidus de broyage de la roche, qu'on appelle les cuttings, et qui font notre régal à nous géologues, puisque ça nous permet de connaître la nature du sous-sol. Alors voilà un exemple de rigue de forage. Donc ça, c'est la tour qui est utilisée, qui est montée sur le chantier et qui supporte les outils de forage. Donc le rig de forage. Hop, pardon, je ne vais pas dans le bon sens. Un exemple de projet de géothermie qui est descendu à près de 3000 mètres de profondeur en Alsace. Et vous voyez que ce projet est basé sur 2 forages, un qui est vertical et l'autre qui est incliné de 37 degrés. On peut maintenant faire des forages horizontaux. Alors ils commencent bien évidemment verticalement et puis ensuite ils vont se paralléliser à une formation géologique particulièrement intéressante pour la géothermie, mais c'est aussi une technique qui est utilisée dans l'exploitation pétrolière. Les forages commencent toujours en gros diamètre à la surface, et puis plus ça va, plus le diamètre se rétrécit, parce qu'évidemment c'est de plus en plus difficile de creuser quand on va profondément, parce que la roche est plus dure, parce qu'elle est chaude, et donc ça entraîne des contraintes technologiques importantes. Alors une fois qu'on a creusé, parfois les parois du forage s'éboulent. Donc pour éviter ça, on va tuber, donc on met une chemise, souvent métallique, et puis dans la zone où on veut aller capter l'eau chaude, qui va nous servir pour la géothermie, on met en place une crépine. Une crépine, c'est un tube perforé qui laisse passer l'eau. Donc voilà la mise en place de la crépine. Vous voyez ici les perforations, hein, c'est une sorte de grillage métallique. Et ici, là, on a des dispositifs qui permettent de maintenir la crépine bien verticale dans le forage. Alors évidemment, si le forage est horizontal ou dévié, ça devient un petit peu plus compliqué de mettre des crépines, mais les foreurs sont tout à fait entraînés à cet exercice. Alors j'ai eu l'occasion d'aller à l'aéroport d'Orly et voilà ce que j'ai vu. Oh, je me suis dit, mais c'est trop chouette ça. Alors, comment ça marche ? Donc, on a vu la pancarte précédemment, et maintenant, voilà une publicité d'aéroport de Paris pour montrer comment fonctionne la géothermie au niveau de l'aéroport. Donc, on a 2 forages. Un forage qui est représenté ici en rouge. Alors, je ne sais pas trop si la résolution à l'écran est bonne pour vous. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ici, on va les capter à 1750 mètres de profondeur. Une ressource qui s'appelle le Dogger. Le Dogger, c'est du Jurassique moyen. Et donc, on capte une eau chaude qui circule naturellement dans le sous-sol à la température de 74 degrés Celsius. Cette eau est captée, elle est amenée en surface, où elle va transférer son énergie à un réseau de surface, qui est représenté ici, par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur. Donc on va distinguer 2 choses, la boucle géothermale, qui est celle dans laquelle circule l'eau géothermale, c'est-à-dire l'eau naturelle, et une boucle géothermique qui est celle qui circule en surface et qui va aller alimenter les différentes parties de l'aéroport. Donc vous voyez ici le terminal Orly Sud, terminal Orly Ouest, etc. Et puis ça peut aller également alimenter des quartiers de la ville. Une fois que l'eau géothermale a donné une partie de son énergie au réseau de surface, eh bien, on réinjecte cette eau refroidie. Alors on ne la réinjecte pas complètement froide,
on la réinjecte aux environs de 38 degrés. Alors, d'après vous, pourquoi faut-il réinjecter l'eau géothermale? Pour éviter une pollution des eaux de surface. Question 1. Pour faire joli. Pour garder la pression constante dans le réservoir. Pour éviter la baisse du niveau de la nappe d'eau souterraine. Et parce que c'est moi qui l'ai décidé. Vous avez droit à plusieurs réponses. Alors, pour éviter une pollution des eaux de surface, oui, vous avez raison, puisque l'eau géothermale est très salée. Elle peut avoir jusqu'à 3 fois la salinité de l'eau de mer. Donc, si on la rejette dans les eaux de surface, rivières ou lacs, les poissons ne vont pas aimer. Et la biodiversité de manière générale non plus. Pour garder la pression constante dans le réservoir, tout à fait, parce que si on fait baisser le niveau de la nappe, on va aussi faire baisser la pression, et donc on sera obligé de pomper de plus en plus fort, si on peut dire. C'est pas... Et puis, évidemment aussi, effectivement, pour éviter la baisse du niveau de la nappe d'eau souterraine. Parce que sinon, on verra baisser toutes les nappes, et puis voilà, on n'aura plus d'eau dans notre sous-sol. Avec des risques d'effondrement en surface, voilà, ça peut être assez dramatique. Bien, merci pour l'assistance technique des étudiants. Je savais que dans une université, on en avait besoin. Alors maintenant, comment on fait? Hop. À droite. Oui, ça y est. Alors, un exemple. Donc là, ce qu'on avait vu, c'était l'aéroport d'Orly, comment il est alimenté en chaleur par la géothermie. La ville de Créteil a aussi mis en place, c'est une des villes qui a mis en place un réseau de chaleur urbain alimenté par de la géothermie. Donc vous voyez ici, toute cette partie du réseau est alimentée par une centrale géothermique, avec une température captée dans la nappe de 77 degrés. On est toujours au Dogger, à environ 1850 mètres de profondeur, donc à peu près la même chose qu'Orly. Donc voilà, pour le chauffage urbain, on peut aussi envisager, alors ce n'est pas complètement opérationnel actuellement, de capter le CO2 d'installations industrielles et de l'injecter dans le sous-sol en même temps qu'on réinjecte l'eau refroidie dans la nappe. Quand il y a 2 forages, on appelle ça un doublé. Quand il y en a 3, on appelle ça un triplé. Voilà. Et un exemple de triplé, c'est à Soult-sous-Forêt, où on produit de l'eau à 160 degrés. Donc on la fait remonter à la surface grâce à cette grosse pompe, et on la réinjecte à 70 degrés Celsius dans 2 autres forages. Donc si on veut résumer, on a vu, là, depuis le début, au travers de toutes ces diapositives, qu'il y a de la géothermie de très basse énergie, aux environs de 15 à 40 degrés Celsius, qui permet d'assurer du chauffage et du rafraîchissement. Et dans tous les cas, il faut utiliser une pompe à chaleur. La basse énergie exploite une eau à une température, une eau naturelle, à une température de 60 à 90 degrés, permet le chauffage. Et cette fois-ci, on n'utilise plus de pompe à chaleur puisqu'on n'a pas besoin d'augmenter la température. On va directement capter les calories, les transférer à un fluide caloporteur en surface grâce à un échangeur de chaleur. Et puis, il y a aussi la haute énergie pour une température supérieure à 150 degrés Celsius qui permet de produire de l'électricité. Et pour ça, il va falloir des échangeurs de chaleur et une turbine. Alors, un historique, ça fait 20 000 ans que l'on exploite la géothermie. Alors, on ne l'appelait sans doute pas comme ça à l'époque, hein, je ne sais pas comment on l'appelait, mais en tout cas, on a retrouvé des vestiges au Japon de bains et de chauffage de maison. Ensuite, il y a eu des bains publics en Italie. Alors, il y a certainement eu des choses entre deux et dans d'autres endroits. Aux environs de moins 2000, avant Jésus-Christ, il y a eu des bains publics en Italie, Grèce, en France, notamment Aix-les-Bains,
En Allemagne, Baden-Baden et Aix-la-Chapelle. En France, c'est en 1332 qu'on voit le premier chauffage de ville à Chaudzeg, avec un réseau de distribution de l'eau chaude grâce à des tuyaux en bois. En 1841, Arago a réalisé le premier forage géothermique aux environs des abattoirs de Grenelle. Et l'eau qui a été captée à 548 mètres de profondeur a jailli à 30 mètres au-dessus du niveau du sol parce que c'est une nappe artésienne, avec un débit de 4000 mètres cubes par 24 heures, donc ce qui est non négligeable. Donc imaginez 30 mètres d'eau chaude, alors pas très chaude, hein, c'est pas bouillant, mais enfin c'est bien chaud déjà, qui jaillissent à 30 mètres au-dessus du niveau du sol en plein milieu de Paris. Étonnant. Voilà, alors en 1904, à Larderello, en Toscane, 5 ampoules ont pu être allumées grâce à l'électricité produite par la géothermie. 1919, premier forage géothermique au Japon. 1929, aux États-Unis. En 1930, Reykjavik, en Islande, installe le premier réseau de chauffage urbain géothermique moderne. En 1960, la puissance installée mondiale d'électricité géothermique est de 400 MW électriques. En 1969, on réalise le premier forage dans le bassin parisien pour du chauffage urbain. 1980, la puissance installée continue à augmenter, 2500 MW électriques, soit 2,5 gigawatts, pour atteindre en 2019 14 gigawatts électriques à l'échelle mondiale. Alors maintenant, où peut-on exploiter la géothermie? Donc ici, une carte qui vous présente les grands environnements géologiques avec en rouge les zones de divergence, c'est les dorsales médio-océaniques. On a en vert les zones de convergence, la fameuse ceinture de feu du Pacifique, par exemple. Et puis on a en jaune, ici en France et dans tout le nord de l'Europe, évidemment en Afrique de l'Est, les zones continentales de divergence, les rifts. Et au niveau de toutes ces limites de plaques, on peut avoir de la géothermie assez facilement exploitable, mais également on peut en avoir partout. On va voir ça par la suite. Alors, on va aller faire un petit tour ici en Islande, qui se trouve sur la dorsale médio-atlantique, donc en divergence. Là, voilà, un petit focus sur l'Islande. Donc, on voit bien la divergence, l'écartement des plaques de part et d'autre de cette dorsale médio-océanique. Et en plus de ça, il y a un point chaud qui apporte encore plus d'énergie à partir du manteau terrestre. Donc voilà ce qu'on voit quand on se promène en Islande. On voit des sources d'eau bouillonnante qui arrivent comme ça, spontanément, naturellement à la surface, et de la vapeur. Alors voilà, c'est de l'eau qui arrive à 100 degrés directement à la surface. C'est ce qu'on appelle la géothermie haute température. Alors tout à l'heure, je vous disais 150 degrés parce que c'est la température qu'il faut pour produire de l'électricité. Où est-ce qu'on va trouver cette géothermie haute température? Eh bien, vous voyez, en Nouvelle-Zélande, à Wairaki, en France, à Soultsoufore, en Islande, je ne vais pas prononcer le nom, en Indonésie non plus, voilà. À Rittershofen, en France toujours, c'est à 10 km de Soult, en Australie, au Kenya, au Japon. Bref, un peu partout dans le monde, dans les zones qu'on a vues précédemment de divergence ou de convergence des plaques tectoniques. Maintenant, on va regarder ce qui concerne la basse température, parce que nous, en France, on est quand même plutôt concernés par cette basse température, à moins d'aller la chercher très profondément, hein, comme je vous disais, à 5 km de profondeur à Soult. Alors, pour la basse température, voilà une carte de France qui vous présente en point jaune les opérations géothermales pour la production de chaleur. Ça, c'est une carte qui a été faite par le Bureau de recherche géologique et minière, accompagnée par l'ADEME, Agence de la transition écologique.
Et puis, donc ça, ce sont tous les projets qui sont déjà, enfin les opérations géothermales de production de chaleur. Donc vous voyez qu'il y a une très forte concentration dans le bassin parisien, et c'est même la plus forte concentration au monde pour des réseaux de chaleur urbains. Cocorico. Et puis vous voyez que dans le bassin aquitain, il y a aussi un certain nombre d'opérations qui sont déjà réalisées. Et puis, il y a aussi toute une carte de potentiel géothermique qui a été effectuée. Et là, on voit uniquement les températures qui sont supérieures à 70 degrés. Supérieures à... Alors, 100 degrés, c'est la couleur la plus foncée. 70 degrés, la couleur intermédiaire. Et puis, là où on peut aller capter des ressources qui sont à température peut-être un peu plus faible et avec des débits moins importants, mais malgré tout qui peuvent être intéressantes. Et puis, ce qui n'est pas figuré sur cette carte, c'est que partout ici, on peut faire, partout ailleurs, et puis également dans ces zones-là, on peut faire de la géothermie de très basse température. Mais on verra ça par la suite. Alors voilà une coupe du bassin parisien qui va du sud-ouest au nord-est, donc de Tours à Metz. Et les petits traits là, surmontant un trait vertical, les petits triangles surmontant un trait vertical montrent les nappes d'eau souterraine qui sont captées pour la géothermie. Alors, la plus importante, c'est celle du Dogger, qui alimente Orly et Créteil. C'est celle qui est figurée ici en, alors je ne sais pas pour vous quelle couleur ça fait, bleu foncé, violet. Voilà. Donc ça, c'est la plus profonde, qui est la plus exploitée, qui est même tellement exploitée maintenant que les puits de réinjection d'eau refroidie des uns risquent de refroidir les forages de captage d'eau chaude des autres. Donc là, on est vraiment arrivé à saturation de cette nappe du Dogger. Donc on se pose la question de savoir quelles autres nappes on pourrait exploiter. Alors, il y a la nappe du Trias. Il y a eu une tentative, je vois Marc qui sourit, il y a eu une tentative qui a été faite à Cergy dans les années 80 au Trias. Ça n'a pas été une franche réussite. C'était d'abord au Trias, puis c'est remonté au Dogger parce que le Trias n'était pas suffisamment bon. Et puis effectivement, après, on est remonté au Dogger. Et puis, on se pose aussi la question actuellement de savoir si on peut aller exploiter la nappe de l'Albien, qui, vous voyez, est moins profonde, donc moins chaude, puisqu'on a ici l'isotherme 60 degrés, c'est-à-dire le long de cette ligne-là et le long du plan qui inclut cette ligne-là, on a une température de 60 degrés. Et en dessous, vous voyez qu'on a l'isotherme 100 degrés. Donc, si on veut avoir une température supérieure à 100 degrés, il faut aller à des profondeurs de l'ordre de 3000 mètres au centre du bassin parisien. Donc voilà, à l'heure actuelle, les deux pistes d'exploration, c'est l'Albien, mais il n'est pas très chaud, vous voyez, on est largement au-dessus de l'isotherme à 60 degrés, donc on a une température qui est de l'ordre de 40-50 degrés. Donc pour faire du chauffage urbain, c'est vraisemblablement insuffisant. Et puis après, il y a le Trias, mais vous voyez, le Trias, lui, il a la particularité d'être très discontinu. Donc si on veut aller faire un déforage dans le Trias, il faut être sûr de bien viser ces petites lentilles là et de ne pas tomber entre deux lentilles, auquel cas on ne le capterait pas. Donc voilà, le Trias, c'est pas simple. En plus de ça, il y a des problèmes de réinjection. Les pores de la roche se bouchent avec des petites particules d'argile qui se déplacent. Et ça, on a une thèse qui va être soutenue, je l'espère, dessus en décembre cette année, sur les problèmes de colmatage des formations et des problèmes de réinjection de l'eau refroidie dans les formations triassiques. Alors maintenant, la très basse température, et celle-là, c'est celle qui va le plus vous intéresser, vous, particulier, puisque vous pouvez l'installer dans votre jardin. Qui a envie ici de défoncer sa pelouse pour mettre des serpentins en plastique dans lesquels circule de l'eau glycolée? Je ne vois pas de main qui se lève. Peut-être que... Si, merci, notre caméraman là-bas dit oui. Donc voilà, alors évidemment, c'est plus facile dans le cadre d'un projet de construction que d'un projet de rénovation, mais ça se fait quand même pour de la rénovation. J'ai assisté à une conférence de l'Association française des professionnels de la géothermie qui présentait un exemple de rénovation
d'un manoir alsacien avec de la géothermie basse température. Alors là, c'était des corbeilles, c'était des échangeurs compacts qui étaient mis dans le sol, donc ça nécessite de faire plus des trous que de décaper complètement la pelouse comme ça. Ah, maintenant, à vous de travailler un peu. Où peut-on exploiter la géothermie? Si on fait un petit récapitulatif, voir si vous avez tout bien suivi. Nulle part. Partout? Vous avez le droit de ne pas savoir. Bon, bah c'est bien. Vous avez bien retenu, on peut exploiter la géothermie basse température, en tout cas, quasiment partout. Alors après, il y a peut-être des contraintes géotechniques qui peuvent se poser dans les sols très argileux qu'on rencontre dans le Vexin, par exemple, des argiles gonflantes et qui se rétractent en période sèche, qui gonflent en période humide. Là, on peut éventuellement avoir des problèmes géotechniques. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est qu'on peut faire de la géothermie quasiment partout. Pardon. Alors, quelles utilisations pour la géothermie? Il y a des applications industrielles pour, par exemple, alors vous voyez qu'on peut exploiter soit de l'eau chaude, soit de la vapeur. Donc la vapeur va servir principalement à produire de l'électricité et l'eau chaude, excusez-moi, va servir par exemple pour de la réfrigération, pour préparer de la pâte à papier, fabriquer de l'eau lourde, sécher différentes denrées ou matières, donc des diatomées, du poisson, du bois. On va pouvoir utiliser la géothermie pour des conserveries, on peut produire des tomates avec, on peut produire de la bière. Toutes les applications dans lesquelles on a besoin de chaleur peuvent utiliser de la géothermie. Donc il y a des possibilités qui sont absolument inépuisables. On peut, vous voyez là, cultiver des champignons, bien évidemment chauffer le sol ou chauffage urbain, des piscines. À l'heure actuelle, où on entend dire qu'à cause du prix de l'énergie, on va être obligé de fermer des piscines municipales parce que c'est un gouffre pour les chauffer, eh bien la géothermie peut tout à fait être une réponse à cette crise énergétique. Alors le même, vous voyez peut-être pas grand-chose, la résolution n'est pas terrible. Donc là, c'est le même type de graphique, mais qui montre les différentes applications dans les régions volcaniques. Alors en France, on a une centrale en milieu volcanique qui produit l'électricité, c'est la centrale de Bouillante en Guadeloupe. Et sinon, comme la métropole est non volcanique, en tout cas en ce moment, eh bien, il n'y a pas d'application volcanique sur le territoire métropolitain. Alors bien évidemment, la balnéothérapie, ici c'est en Islande, des bains à l'air libre qui exploitent l'eau chaude que je vous montrais tout à l'heure, là, les bouillonnements et la vapeur qu'on voyait, voilà, servent à alimenter cette balnéothérapie. Et juste à côté, donc là vous voyez les panaches de vapeur qui s'élèvent, c'est là que j'ai pris la photo tout à l'heure. Et juste à côté, en plus de la balnéothérapie, eh bien, il y a des serres qui ont été installées pour la production de légumes, puisque l'Islande connaît un climat rigoureux. C'est très appréciable de pouvoir cultiver des tomates, y compris en plein hiver en Islande. Alors pour l'usage individuel, pour une température inférieure à 30-40 degrés, donc voilà les tentatives de Sergi et Dacher qui ont malheureusement dû être abandonnées dans les années 80 pour le chauffage collectif. Et puis ici, on voit une petite installation qui est un prototype créé dans le cadre d'un projet européen auquel CY a participé, qui est une petite centrale de production d'électricité. Alors vous voyez, elle est toute petite, hein, elle produit 20 kW électriques, mais son grand avantage, c'est qu'elle est installée dans un conteneur et qu'elle peut donc être transportée de site en site et qu'elle peut être facilement acheminée pour des populations qui seraient assez isolées,
qui auraient une ressource géothermique à disposition, mais pas forcément la possibilité d'avoir un autre accès à l'électricité. Et donc voilà, dans ce conteneur est installée la turbine, et puis avec évidemment toutes les canalisations qui permettent d'apporter un fluide qui est organique et qui, lui, a une température de vaporisation plus faible que l'eau. Et donc, l'échangeur de chaleur apporte une eau à 80-90 degrés. De l'eau arrive dans l'échangeur de chaleur à 80-90 degrés. Les calories sont transférées au fluide organique qui va passer en phase vapeur et qui va faire tourner cette petite turbine ou deux plus grosses turbines dans des installations plus grosses, comme celle de Soultz-sous-Forêt qui, elle, produit 1,5 MW électrique. Et on voit ici les échangeurs qui sont installés les uns à côté des autres. Et puis voilà la centrale de Bouillante. Vous voyez que c'est encore une autre échelle de centrale, 15 MW électrique. Celle-ci, elle produit 6 à 7% de l'électricité consommée en Guadeloupe. Vous voyez que ce n'est pas négligeable, mais il en faudrait plusieurs pour réussir à arriver à l'indépendance énergétique des îles des Antilles. Alors voilà ce que c'est qu'une centrale géothermique de production d'électricité. Vous voyez, un petit bâtiment et surtout beaucoup de tuyauterie qu'on voit là, avec la turbine et puis les échangeurs qui sont dans une autre partie de la photo. Cette centrale de Bouillante est installée en plein cœur de la ville de Bouillante, ici, vous le voyez. Elle est là. Et elle ne pose pas de nuisance particulière, sauf un peu une odeur de pas très frais. Mais bon, on s'y habitue, hein, ça sent un peu le caoutchouc brûlé. Enfin, une fois qu'on y est habitué, il n'y a pas de souci particulier. Alors voilà, un schéma un peu barbare, mais que je vais essayer de simplifier. Donc une centrale ORC, pour produire de l'électricité, comment ça marche? Vous avez des forages qui vont capter l'eau chaude en profondeur. Ici, on est à Soultz-sous-Forêt. Il y a 3 forages, le fameux triplet de tout à l'heure. Et puis il y en a même un 4e, mais celui-là, on ne l'utilise pas. Il a été fait, mais il est un peu séparé des autres et il n'est pas utilisé dans le process industriel particulièrement. Donc voilà, l'eau chaude est captée, elle passe dans les échangeurs. Hop, un autre échangeur ici. Et là, vous avez le cycle ORC, c'est de l'isobutane qui circule et qui va passer de phase liquide, hop, ici, à phase vapeur quand elle est réchauffée grâce à la chaleur qui est transférée par les échangeurs de chaleur. Donc l'isobutane passe de phase liquide en phase vapeur. Cette vapeur est utilisée pour faire tourner la turbine avec un générateur. Et puis la vapeur refroidissant, elle va être retransformée en liquide par le régénérateur. Et ça fait comme ça un cycle Organic Rankine Cycle. Alors je vous passe tout le détail des autres circulations, mais voilà en gros le processus. Alors, une autre méthode de production d'électricité, c'est quand la ressource que l'on va capter est à la fois sous forme liquide et sous forme vapeur. Dans ce cas-là, on va séparer l'eau liquide de la vapeur, et c'est la vapeur directement qui va être utilisée pour faire tourner la turbine et produire, grâce à l'alternateur, de l'électricité. Et puis ensuite, cette vapeur va être recondensée et le tout va être réinjecté dans la formation géologique. Donc voilà un autre exemple de centrale flash, donc avec captage de l'eau chaude. Production de l'électricité et puis ensuite réinjection de l'eau, cette fois-ci pas dans la nappe, mais dans la mer, et c'est ce qui se passe au moins pour une partie de la centrale de Bouillante. Parce qu'elle a été créée dans les années 70, à une époque où il n'y avait pas d'obligation de réinjection de l'eau géothermale, mais maintenant c'est le cas, donc les nouvelles tranches de la centrale vont réinjecter l'eau en profondeur.
Alors, si on fait un petit point sur la production d'électricité, un réacteur nucléaire de 900 MW produit de quoi alimenter environ 400 000 foyers en électricité. Et en 2019, la puissance géothermique installée mondiale était de 14 gigawatts électriques, soit la même capacité que 15 réacteurs nucléaires, ce qui permet donc d'alimenter en électricité 6 millions de foyers. Donc vous voyez que ça paraît assez peu à l'échelle mondiale, mais malgré tout, c'est une ressource qu'il ne faut pas négliger et qui permet, notamment localement, dans certains endroits où on ne peut pas avoir accès à d'autres méthodes de production d'électricité, d'en produire quand même. Et puis, ça permet aussi d'abaisser le bilan environnemental de la production d'électricité par rapport au charbon, par exemple, par rapport au nucléaire. Bon, après, ça se discute tout. Mais voilà, c'est une ressource qui est vraiment importante. Alors, et maintenant, moi qui suis géologue, comment j'œuvre pour la géothermie? Alors, je vais sur le terrain et là, vous voyez qu'on vit parfois dans des conditions extrêmement difficiles. On lutte contre les éléments déchaînés, on cuit sur les rochers. Alors, certaines fois, en Guadeloupe, on avait l'impression d'être installé sur une pierrade. Vous voyez ces pierres qu'on fait chauffer, là, sur lesquelles on fait griller la viande? Ouais, voilà, on était vraiment là-dessus. On ne pouvait pas s'asseoir sur les rochers tellement il faisait chaud, parce qu'ils sont foncés, et donc, voilà. On survit comme on peut, hein, voilà. Parfois, on est obligé de chercher notre nourriture quand on est loin des sources d'approvisionnement. On se protège des bêtes sauvages. Bon, ils ne sont pas très vindicatifs, hein, les iguanes. On fait attention à là où on met nos pieds, parce que quand on cherche les sources d'eau chaude dans la mer des Caraïbes, eh bien, il faut faire attention aux oursins. Et puis, dans une végétation qui est très envahissante, ce qui fait que la géologie de terrain en Guadeloupe n'est pas toujours facile à faire. On est obligé, c'est vraiment pas facile, d'aller sur le littoral. Parce que la forêt, vous la voyez, c'est ça. Et donc, chercher des cailloux dans une telle végétation, c'est pas évident. Voilà, donc une nature hostile. Si, regardez comme elle est hostile, cette nature. Et puis, parfois, on est amené à aller travailler dans des mines, donc dans les profondeurs. Et là, vous voyez que faut pas être... faut se couler dans des petits réduits où nous, on a de la chance parce qu'on ne fait qu'y circuler, mais il faut imaginer que des hommes ont travaillé là, armés de pics, et faisaient ça pendant des journées entières, dans une température importante, avec un degré d'humidité terrible. Et alors, ce que l'on cherche sur le terrain, c'est ces indices de circulation ancienne d'eau qui nous disent que peut-être encore maintenant, en profondeur, on va trouver cette eau géothermale qui est si importante pour nous. Donc voilà, on va chercher là dans des espèces de canyons. Et on trouve des indices qui sont assez petits. Hein. Là, vous voyez, j'ai mis un stylo pour faire l'échelle. Donc là, ce sont des cristaux de gypse qui nous montrent que le système géothermique a été actif à un moment. Donc là, on voit des veines de quartz ou de calcite. Et puis, on cherche aussi des failles, des fractures qui sont ici, par exemple. Et tout ça, on les étudie ensuite quand on revient avec des échantillons, avec des mesures faites sur le terrain. Eh bien, on va travailler au laboratoire en microscopie optique ou électronique. Alors ici, une photo prise au microscope électronique à balayage. Et donc, vous voyez que c'est un métier qui est passionnant. Regardez, là, on ne croirait pas les dents de la mer. Ça fait 2 microns. Alors, si c'est un requin, il n'est pas très dangereux pour nous, en tout cas. Et puis là aussi, vous voyez, on dirait des coraux, alors qu'en fait, ce sont des dépôts qui se sont formés dans un échangeur géothermique. Donc là, c'est pareil, hein, la taille, c'est une dizaine de microns pour ceci. Là, vous voyez toutes ces petites aiguilles. Là, un très joli petit cristal. On a même pu indexer les faces cristallines de ce petit cristal de galène qui s'est développé lui aussi dans un échangeur géothermique. Et puis là, on voit la possibilité également de faire de la chimie très locale. Le champ, là, doit faire environ 100 microns au maximum d'ici
jusque-là. Et là, on peut déterminer que la plupart de la matière que l'on voit là est constituée de plomb et de soufre, et qu'on a des petits cristaux cubiques, ici, qui sont du sel, le même que celui que vous mettez dans vos pâtes pour les faire cuire, du NaCl. Parce que l'eau géothermale est salée. Alors, vous ai-je convaincu? Voulez-vous être géologue? Si vous ne l'êtes pas déjà, parce que peut-être parmi vous, il y en a qui le sont. Hein, si on a... Bon, bah, si vous êtes tenté par le métier de géologue, vous êtes les bienvenus. Venez nous rendre visite au laboratoire et puis on vous montrera un petit peu ce qu'on fait. Si vous voulez participer aux recherches, vous êtes les bienvenus. La science participative, c'est fantastique. Donc venez nous rencontrer surtout et puis on sera ravis vraiment de vous accueillir.